particulier les stèles discoïdales basques, on les a donc toutes répertoriées, inventoriées, avec les monuments historiques, de manière à pouvoir les sauver, et puis lancer tout un mouvement de création également dans ce domaine-là. Ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, donc je vous explique également que cette association participe avec un organisme qui se trouve implanté à la fac de Bilbao, un groupe d'ethnologues. On participe à la rédaction de l'atlas ethnographique du Pays basque. C'est-à-dire qu'on recueille, selon des grilles d'enquête très très précises, très fouillées, on recueille des tas de données sur différents domaines. Ça peut être les jeux des adultes, les jeux des enfants, ça peut être les rites de passage, la naissance, la mort, ça peut être des domaines comme l'alimentation, et on a donc fait ce travail-là sur l'alimentation il y a une dizaine d'années. Ça consiste donc à recueillir auprès de témoignages, avec des témoignages auprès des gens dans les villages et les villes. On recueille donc des données que l'on rassemble dans la langue où les données ont été données. Ça peut être donc le basque, le français ou l'espagnol. Et on arrive comme ça à des sommes de renseignements très très intéressantes. Ce sont des données brutes, il n'y a aucune analyse, aucune interprétation, et on espère que dans un futur assez proche, les étudiants pourront plancher, comme on dit, sur ces documents, de manière à comprendre un petit peu mieux la société traditionnelle. Le domaine, par exemple, de l'alimentation a demandé à peu près 4 à 5 ans d'études à travers les 7 provinces du Pays basque. Ça concerne aussi bien la fabrication du pain dans les maisons que les conserves, que les différentes sortes de conserves, et on garde le vocabulaire qu'indiquent les gens, et tout ce que donnent les gens est consigné. Ça permet également de saisir à quelle vitesse les choses changent. Et ça, vous le comprenez très bien. C'est très intéressant de voir que dans l'alimentation, les choses ont évolué très rapidement ces 20 dernières années, par exemple. C'est une des utilisations que l'on fait également de ce travail-là. Mais ça permet également de comparer avec les régions voisines des choses qui peuvent être anodines, mais intéressantes et qui ont du sens. C'est comme ça qu'on se rend compte que la culture gasconne a des liens très étroits avec la culture basque, bien entendu. La culture pyrénéenne, n'en parlons pas. Toutes les cultures pyrénéennes. Donc, au lieu de diviser les gens en gascons, basques, pyrénéens, c'est complètement inutile. On se rend compte qu'il vaut mieux travailler par thèmes transversaux comme ça, sur l'ensemble du territoire. Et ça permet également de comparer avec d'autres pays. Et alors qu'on avait terminé ce travail-là sur l'alimentation en Pays basque, on a appris que la France lançait, elle aussi, une enquête ethnographique dans tous les départements français, mais comme la France ne croit pas trop à l'ethnographie, on a commencé les enquêtes dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, et on descend lentement vers le sud de la France. C'est-à-dire que peut-être dans 200 ans, on arrivera à Marseille et à Perpignan. C'est assez dramatique, parce qu'entre-temps, on perd toutes les données. Parce que les informateurs, inutile de vous dire que ce sont généralement des personnes âgées, et là, elles disparaissent petit à petit. La plupart des informateurs qu'on a eus pour l'alimentation ont disparu aujourd'hui. Donc il est urgent de faire ce travail-là. On a la chance de pouvoir travailler avec la fac de Bilbao, qui, elle, croit à l'ethnographie. Bon, je termine avec cette présentation-là, c'est pour camper le décor. Quant à moi, dans l'association, je me suis spécialisé dans la vulgarisation. On a donc des ethnologues et des historiens qui travaillent en professionnel. Moi, je digère leurs informations pour les adapter à un public plus large, notamment au niveau des enfants, des jeunes et des adultes qui veulent des données simples, en particulier les animateurs touristiques et les touristes eux-mêmes. Je fais de la vulgarisation, c'est-à-dire je m'empare des données et je les relie par une sauce un petit peu personnelle, c'est-à-dire je n'aime pas trop les frontières entre les choses et entre les gens. Moi j'aime beaucoup l'histoire quand elle côtoie aussi la légende. Vous allez vous en rendre compte dans un moment. J'aime beaucoup l'histoire également quand elle donne du sens à ce que nous vivons aujourd'hui. Sans faire de prêchi-prêcha ou de morale, j'essaie de dire aux gens, voilà d'où on vient, c'est intéressant de le savoir, pour peut-être ouvrir d'autres routes à nos enfants dans cette région qui est très riche à tout point de vue. Alors voilà, j'espère que vous voyez à peu près comment je fonctionne, comment je travaille. Alors je me lance maintenant dans la présentation de ce soir. Elle ne sera pas très longue, mais comme vous, j'aime beaucoup la cuisine contemporaine, celle qui est ouverte au goût et aux saveurs du monde, et j'aime tout particulièrement, bien sûr, la cuisine et la gastronomie basque et gasconne, parce que,
à mon avis, elles n'ont pas eu peur de s'affirmer en faisant preuve d'imagination et en démontrant au monde entier que tradition et modernité peuvent cohabiter, surtout lorsqu'elles reposent sur la qualité des produits consommés et qu'elles servent la qualité de vie des consommateurs. Mais ce soir, le thème de l'alimentation va me servir à vous entraîner sur les routes de l'histoire. Car, vous le savez bien, un pays de gueule comme le nôtre ne pouvait que marquer l'histoire, mais la légende aussi. Et pour commencer, justement, voici une légende. Au Moyen-Âge, les pèlerins qui voulaient passer par les Pyrénées et se rendre à Compostelle devaient traverser le royaume de Navarre. Ce petit pays, qui s'étendait des berges de l'Adour à celles de l'Èbre, était parsemé d'églises, d'hospices et d'oratoires où ils pouvaient trouver refuge. Quand, après une rude ascension, les marcheurs fourbus parvenaient au col d'Ibagneta, ils étaient accueillis dans le monastère de Roncevaux. C'était l'un des plus vastes de la chrétienté, où les moines offraient le gîte et le couvert gratuitement durant 3 jours et 3 nuits. Et l'étape de Roncevaux était fameuse parmi toutes, parmi les pèlerins, car on y trouvait à boire du bon vin, et même du très bon vin. Il faut dire que les moines de Roncevaux possédaient de nombreuses vignes dans tout le royaume de Navarre, tant du côté sud que du côté nord. Et une année, justement à l'époque où les moines s'apprêtaient aux vendanges, ils virent arriver en nombre de gros nuages menaçants qui s'accumulèrent sur le col tout près du monastère. Bientôt, il fit nuit en plein jour. Pensant aux pèlerins qui devaient se trouver sur le chemin, le père abbé fit sonner la cloche de l'abbaye pour les guider vers le monastère. Puis il sortit et regarda le ciel. Les nuages se mirent à gronder sourdement pour expliquer qu'ils constituaient l'avant-garde des armées du vent du nord et du vent d'est, et ils demandèrent au père abbé de les laisser franchir le col pour prendre à revers le vent d'ouest, grand fauteur de tempêtes et de pluies malfaisantes. L'abbé, qui représentait le roi de Navarre dans cette contrée, refusa tout net, disant que ce col était un havre de paix. Les nuages belliqueux insistèrent, et pour manifester leur puissance, ils se firent encore plus sombres et décochèrent quelques éclairs de leurs flancs. Mais l'abbé ne céda pas aux menaces et à ces manœuvres d'intimidation. Au contraire, il donna aux nuages jusqu'au lendemain pour disparaître comme ils étaient venus. Alors, tandis que les moines et les pèlerins dormaient dans le monastère, le vent du nord et le vent d'est décidèrent de se venger. En représailles, ils firent tomber sur la montagne et son piémont une épaisse couche d'air froid. Or, je vous l'ai dit, les vendanges étaient imminentes. En découvrant les grappes sous le givre, les moines crurent perdre leur récolte. Alors, voyant les nuages obstinément accrochés à la montagne, ils se réunirent en chapitre et réfléchirent longuement à la situation. Ils étaient sur le point de satisfaire les conditions des nuages quand le plus vieux d'entre les moines déclara qu'il connaissait un moyen pour se débarrasser de ces vents porteurs de malheur. Avec la permission de l'abbé, le vieux moine se rendit sur un sommet tout proche qui dominait la région, où se trouvaient les meilleures vignes. Et là, il fit à genoux de ferventes prières dans lesquelles il glissa quelques secrètes formules kabbalistiques. Et quand il se releva, il regarda tour à tour vers les 4 points cardinaux, en criant une incantation mystérieuse. Or, on vit alors, arrivé d'Espagne, un vent inconnu. C'était un souffle puissant comme 1000 destriers et chaud comme la gueule d'un four à pain. Il portait en oriflamme une traînée de poussière rouge qu'il avait soulevée dans un lointain désert. Le vent du sud, car c'est de lui qu'il s'agit, heurta de front le vent du nord et le vent d'est,
et il les refoula très loin sur les terres de France. Le gel qui couvrait la région se mit à fondre aussitôt, mais le vent du sud continua de souffler quelques jours afin de prévenir toute riposte. Alors se fit la fête sur les monts et dans les vallées. Les arbres se couvrirent de livrées écarlates, les fougères des collines devinrent couleur de feu, et les rochers des montagnes brillèrent comme des grenats et des améthystes. Là-haut, dans le ciel lavé de tout nuage, les vols argentés des palombes faisaient vibrer la lumière, tandis que les vendangeurs chantaient en récoltant les lourdes grappes dans les vignes dorées. Bref, cette année-là, l'automne fut un des plus beaux que le royaume ait connu. Le vieux moine obtint du pape en personne de pouvoir s'installer en ermite sur le sommet d'où il avait conjuré les éléments. On lui bâtit un oratoire où, de nos jours encore, on monte chaque année pour appeler la clémence du temps sur les vignes de la vallée, et quant au vent du sud, il revient toujours à l'automne et remplit le pays de joie. Du côté de Roncevaux, on l'appelle même Petit Bon Dieu. Cependant, beaucoup pensent qu'il est plutôt un peu sorcier. On dit que quand il souffle, le vent du sud rend les filles coquines et les garçons un peu fous. Mais ça, le vieux moine ne pouvait pas le prévoir. Voilà, c'est une légende qui a été inventée récemment pour expliquer aux enfants que les 4 vents de ce pays ont tous leur caractère et leur incidence sur le pays, sur la vie du pays. Et s'il y a du bon vin à Roncevaux, c'est que boissons et nourriture font partie des préoccupations des hommes et des femmes qui marchent vers les confins du continent, sans négliger leur ventre. L'exemple vient de haut, puisque chacun sait que les abbayes, vouées à la pauvreté et à la sobriété, abritent parfois des moines bien gras comme sur les boîtes de camembert. Mais au fait, pourquoi Roncevaux? En Navarre, au XIIe siècle, le roi constate que le col du Somport connaît une affluence chaque année grandissante. Les pèlerins qui se rendent à Compostelle passent par le Somport et l'hôpital Sainte-Christine. Alors, je ne sais pas s'il a fait appel à un bureau d'études, mais en tout cas, il a mené vraiment la réflexion d'Ardard et il s'est dit, il n'est pas question que cela continue, il faut que les pèlerins passent par Roncevaux. On sait aujourd'hui que c'est donc ainsi que cela s'est passé. C'est d'abord l'hôpital Sainte-Christine et le col du Somport qui accueillent les pèlerins, puis sur décision royale, on attire les foules vers le col de Roncevaux, le port de Roncevaux. C'est une affaire simplement, comment on peut dire, commerciale, tout simplement. Il y a dans un texte des années 1360 une indication très intéressante. Louis, infant de Navarre, lieutenant et seigneur du roi dans le dit royaume, à tous les baillis prévôts qui verront cette lettre, salut. En raison de la grâce spéciale octroyée par nous à nos chers et bons amis les nobles, dom Émeric, vicomte de Narbonne, et dom Thibaut de Vérone, qui vont comme pèlerins et romieux vers le Seigneur Saint-Jacques en Galice, nous vous mandons fermement et à chacun d'entre vous de laisser aller et passer par le dit royaume en toute sécurité, franchise et liberté, sans qu'ils aient à payer aucun péage, ni aucune coutume, les dix nobles et le porteur des présentes, eux comme tous leurs compagnons. Leurs animaux, leurs monnaies d'or et d'argent, et tous leurs biens, à l'aller, pendant leur séjour et au retour. Et à eux, ainsi qu'à chacun d'eux, donner des guides, le gîte et la nourriture, et toutes les autres choses nécessaires en échange de leur denier, chaque fois que vous en serez requis. Donné à Estélia le 3e jour de l'année du Seigneur 1360. Vous voyez donc que, après la fondation de Roncevaux, la tradition veut que l'on reçoive les pèlerins en ménageant leur parcours, et c'est ainsi que le royaume de Navarre va mettre au point toute une série de haltes le long de la route, le long de la calçade. Ils vont mettre au point tout un tas de haltes, soit des oratoires pour prier, soit des hôpitaux pour soigner les malades,
leurs pieds en particulier, soit également des commerces pour s'approvisionner. Le succès va être tel que les Navarrais ne suffisent pas à s'occuper à tout ce commerce-là. On fait venir de Gascogne, du sud-ouest de la France, donc on fait venir des Francs, comme on les appelle à l'époque, pour tenir ces auberges et ces commerces. Et les Francos, comme on dit là-bas, auront des quartiers à eux et rentreront très vite en conflit d'ailleurs avec les commerçants navarrais. Ça ne va pas aller de soi. Donc vous voyez qu'on est là dans une logistique quand même très très pointue pour accueillir les pèlerins et les aider dans leur parcours. Juste une petite parenthèse. On aurait tort de voir dans les supermarchés, appelés à tort bentas, qui se développent à la frontière, les héritiers de ces structures d'accueil du Moyen-Âge. On y retrouve plutôt l'esprit des coquillards de jadis, qui, même s'ils ne noient plus les pèlerins comme autrefois, savent s'y prendre pour étourdir les adeptes de la nouvelle religion qu'est l'hyperconsommation. Ça, c'est un petit couplet qui m'est cher. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, quand j'entends vanter les produits des bentas, vous comme moi, je pense qu'on aurait de quoi redire face à cette publicité non justifiée. Alors, je poursuis avec l'hôpital Saint-Sauveur d'Imanita, Roncevaux. Il est mentionné donc dès le XIe siècle et l'abbaye est fondée au XIIe siècle. C'est-à-dire on a repris très certainement une abbaye existante. Il devient la halte la plus élevée sur le chemin de Compostelle et elle jouit d'une grande renommée, comme je vous l'ai dit, dans toute l'Europe. Les pèlerins sont très bien accueillis. Ils peuvent trouver donc le gîte et le couvert, bien entendu, gratuitement, pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui n'est pas rien. Et en particulier, il y a du vin à table. Mais il y a aussi, dans les autres salles du monastère, de l'eau chaude pour se laver, c'est quand même un luxe à l'époque, des coiffeurs, des cordonniers pour réparer les chaussures, et les pèlerins sont donc vraiment aux anges, si je puis dire, quand ils sont à Roncevaux. C'est pour les pèlerins que les moines de Roncevaux font également planter des vignes au nord, sur le versant nord de la chaîne, notamment du côté d'Irouléguy. Il y a encore aujourd'hui à Irouléguy, près de la vieille chapelle en haut, on voit des petits acoles, on appelle des acoles plutôt dans le sud-est de la France, des petites terrasses empierrées qui datent de cette époque-là. On a donc des témoignages de l'exploitation viticole à Irouléguy qui datent de la fondation de la date du monastère de Roncevaux. Je vous donne une note de frais de l'abbaye au XVIe siècle pour vous montrer que les choses continuent à travers le temps. Pour la nourriture des pèlerins de passage à Roncevaux, la note mentionne 350 caïs de blé. Une caïs, c'est environ 600 litres. 200 caïs d'orge. 100 charges de vin blanc et rouge. 200 charges de cidre. 12 vaches, 100 brebis, 150 agneaux et chevreaux, 800 fromages de 8 livres chacun, 20 porcs, des sardines, sans doute dans des barriques salées, et 12 ducats pour les aumônes. Simplement 12 ducats à côté de toutes ces victuailles. Donc certainement que les pèlerins qui font halte à Roncevaux préfèrent les victuailles que l'aumône. Un autre document précise. Et ainsi, le dit hôpital est l'un des 4 généraux d'Europe, au même titre que ceux de Rome, de Jérusalem et de Constantinople, situé sur l'unique passage droit et commode des pèlerins français, allemands et suisses pour aller à Santiago de Galice, mais également à Notre-Dame de Montserrat, en Catalogne, et à Rome. Ce sont tous les grands pèlerinages de la chrétienté. Ils peuvent même s'embarquer à Valence, à Carthagène et à Barcelone, port de la mer du Levant. C'est un témoignage de Tristan de la maison Iriard de Larcevaux, marchand et négociateur de Roncevaux pendant 30 ans. Donc vous voyez qu'on a dans les archives des témoignages assez précis sur la question. Hélas, même dans les auberges, le danger guette le pèlerin sur la route. Il peut prendre les traits d'un frais minois, et Dieu sait qu'il est frais, le minois des filles de ce pays. Voici sans
sans aucun doute la plus célèbre légende concernant le chemin de Saint-Jacques. Les pèlerins l'ont propagée dans l'Europe entière. Mains vitraux et tableaux en racontent l'histoire. Cette histoire se passe aux confins du Pays Basque et de la Rioja, à Santo Domingo de la Calzada. Un pèlerin allemand, sa femme et son fils se rendent à Saint-Jacques. La route est longue, ils ont franchi le port de Roncevaux, ils ont donc accompli plus de la moitié du chemin. Il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres qui les attendent encore. Ils font halte donc aux confins du Pays Basque, à Santo Domingo, dans une auberge. Et là, le fils de ces pèlerins allemands, un bel adolescent, il est si beau que tout de suite, la fille de l'aubergiste en tombe amoureuse. Alors elle n'a de cesse que de tourner autour du garçon et de lui faire comprendre en tout cas, qu'elle aimerait bien se marier avec lui. Mais le garçon est parti pour le pèlerinage, c'est sérieux un pèlerinage. Donc il refuse les avances de la jeune fille, plusieurs fois. Et après le repas, à la veillée devant la cheminée, la jeune fille insiste, mais le garçon persiste à refuser les avances. Alors, au moment où la famille allemande monte dans la chambrée, la jeune fille, très en colère, décide de se venger. Pendant que les trois pèlerins dorment profondément, elle cache une coupe en argent dans le sac du garçon, qui est là dans la salle. Et le lendemain matin, vous ne la connaissez pas l'histoire. Il faut bien des histoires tristes aussi. En tout cas, le lendemain matin, lorsque les pèlerins ont repris la route, la jeune fille dit à son père, il manque une coupe sur l'étagère. Et son père se met aussitôt à la poursuite des pèlerins, qu'il rattrape à la sortie du village, et il leur demande de s'arrêter, et leur demande de restituer la coupe. Les parents sont très surpris de la demande, ils posent leur sac, ils ouvrent leur sac, et l'aubergiste fouille. Il ne trouve rien dans le sac du père, bien sûr, ni dans celui de la mère, mais quand il ouvre le sac du garçon, il trouve la coupe en argent enfouie sous les vêtements. Alors, il leur demande de les suivre. Les parents ont beau protester leur innocence, il leur demande de les suivre et il les amène devant le juge à Santo Domingo de la Calzada. Et là, le juge, c'est la loi, il est intraitable, condamne le fils au péché. Il doit être pendu. Et la sentence est applicable immédiatement. Donc les parents assistent à la pendaison de leur enfant, mais bon croyants, ils poursuivent vers Saint-Jacques de Compostelle. Et ils espèrent que Saint-Jacques intercédera pour que leur fils rentre au paradis. Car bien sûr, ils ne croient pas du tout que leur enfant est coupable. Et au retour, ils décident de repasser par Santo Domingo pour s'incliner sur la tombe où l'on a certainement entreposé leur fils. Quelle n'est pas leur surprise quand ils arrivent au village, sur la place, au gibet, leur fils est toujours pendu, mais il est vivant. C'est un miracle, bien entendu. Mais il faut le faire comprendre au juge, donc ils demandent d'être reçus par le juge. Il est midi, le juge est à table, ils insistent, ils sont reçus par le juge. Ils expliquent au juge que leur fils est toujours vivant, c'est un signe du ciel, il faut vraiment délivrer leur enfant, il n'est pas coupable. Alors le juge, excédé, leur dit, écoutez, c'est l'heure de mon déjeuner, vous voyez, dans la cheminée, il y a un coq et une poule qui sont en train de rôtir pour moi. S'ils se mettent à chanter, je veux bien délivrer votre enfant. Ils croient s'en débarrasser, mais à la surprise de tout le monde, le coq et la poule quittent la broche, se dressent sur leurs pattes et se mettent à chanter. Donc, il tient parole, tout ce beau monde retourne au gibet, on dépend l'enfant, le garçon, les pèlerins repartent libres. Par contre, la jeune fille de l'auberge s'accuse du forfait et c'est elle qui conduit. Voilà une triste histoire. Mais ce qu'il faut savoir, si vous prenez la route de Compostelle, arrêtez-vous à Santo Domingo de la Calzada. Depuis le Moyen-Âge, il y a une cage de fer dans l'église dans laquelle il y a une poule et un coq blanc. Vivant.
Et au Moyen-Âge, il était coutume que les pèlerins mettent un bout de pain à la pointe de leur bourdon, vous savez, ce lourd bâton de marche, et donnent le pain aux deux volatiles en haut dans la cage, parce qu'elle est assez haut perché quand même, la cage. Si le coq et la poule sautent sur le pain, c'est de bon augure pour les pèlerins. Ils retourneront vivants chez eux. S'ils refusent la pitance, c'est de très mauvais augure. Le pèlerin mourra en chemin. Vous voyez jusqu'où nous entraînent les considérations sur l'alimentation. Alors, pour poursuivre sur une note un peu plus historique quand même, dans la légende du début, je vous ai parlé de ce vieux moine qui est allé prier sur un sommet. La légende n'a pas été inventée tout à fait, puisqu'il y a bien un sommet en Pays Basque où un vieux moine, généralement vieux, se tenait pour préserver le sommet d'Oilandoy, qui est là, avec un oratoire qui a été restauré dans les années 80, existe toujours, et c'est un haut lieu. Dans les Pyrénées, beaucoup de sommets sont des hauts lieux, depuis l'Antiquité. Du côté de Luchon, on retrouve quantité de petits hôtels en pierre de l'époque romaine, qui sont dédiés à des dieux locaux, qui portent d'ailleurs curieusement des noms à consonance basque, Baigorix, Nescacha par exemple. Bon, ça c'est une parenthèse, mais ces hôtels-là sont des hôtels votifs. C'est-à-dire qu'en remerciement pour des faveurs obtenues des dieux, on fait des libations sur ces hôtels. On offre du vin en particulier, on offre de la nourriture mais du vin. Retenez bien cette donnée-là parce qu'elle va nous servir un peu plus loin. Et sur les côtés de ces hôtels, d'ailleurs, on sculpte une patène et un vase, une jarre ou une cruche à vin. Donc, les hauts lieux sont connus. Ils ont été très vite assimilés par le christianisme. Alors, bien entendu, le christianisme ne fait pas de libation, quoique on peut voir dans la messe, quand même dans l'Eucharistie, il y a toute une part de libation. En tout cas, sur le sommet d'Oilandoy, un vieux moine protège les vignes. Et on a la chance de posséder la pièce d'archive, dans les archives du pays de Baïgori, qui raconte comment et pourquoi on a voulu ce vieux moine. Je vous lis la pièce d'archive telle que. Ce sont les archives du pays de Baïgori, donc. Le 18 avril 1706, au lieu-dit Anox, en Baïgori, la cour générale est tenue par 14 jurats, dont les noms suivent, en présence des maîtres de 32 maisons et plusieurs habitants et manants de la présente vallée de Baïgori. La cour générale décide. Les fruits du présent pays ont été grelés aux 2 dernières années et il serait nécessaire d'établir un ermitage à la montagne d'Oilarandegui pour bénir l'air et apaiser par ce moyen la colère de Dieu. En conséquence, la Cour générale décide que les jurats feront part de cette proposition aux habitants de leur hameau et qu'ils rapporteront leurs sentiments à la première Cour générale pour y être pourvus. Ça fait référence à un va-et-vient entre les maîtres de maison et la Cour générale, l'Assemblée des maîtres de maison. C'est un système un peu compliqué. Vous savez que la Cour générale en Basse-Navarre, le Bilsar en Labour, le Sylviet en Soule, étaient les institutions qui dirigeaient les provinces. C'était les maîtres de maison qui étaient les maîtres de ces assemblées. Les nobles étaient exclus de ce système-là. Le 9 mai 1706, nouvelle réunion de la Cour générale. Il y est dit « Les sieurs jurats rapportent qu'ils ont donné connaissance de la proposition en leur hameau et que tout le monde est porté à faire le dit ermitage. » Donc tout le monde est d'accord. La Cour générale délibère. Il est demandé permission à Monseigneur l'évêque de Bayonne pour l'établissement de l'ermitage sous la dédication du saint qu'il plaira à sa grandeur, avec permission de faire dire la messe par le prêtre qui servira d'ermite, approuvé par sa grandeur, et qu'à cet effet, il y sera présenté requête au nom des jurats et communautés du présent pays. Voilà donc ce qui est écrit dans les archives.
C'est un peu solennel, mais en fait, les choses vont très vite. Les ermites vont être recrutés et ils vont être payés par la vallée, c'est-à-dire par les habitants de la vallée. En fait, il y a des contrats écrits à chaque ermite. Ils s'installent pour une ou plusieurs saisons, et chaque saison va de la Saint-Firmin le 3 mai à la Saint-Michel le 18 octobre à l'époque. La présence des hommes de Dieu n'a duré que 85 ans, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Leurs fonctions sont assez vagues dans les textes. Il y est dit simplement « il faut bénir l'air et autres fonctions accoutumées ». En revanche, leurs émoluments sont bien précisés. Il y a un fixe d'une part et une rétribution pour chaque messe dite à l'intention de la vallée à la vue de son état d'autre part. À partir de 1750, le traitement des ermites est de 300 livres, en plus de la rétribution des messes. Mais la clause est précisée, l'ermite doit rester dans son ermitage. Or, au fil du temps, les archives en parlent également, mais je n'ai pas le texte sous les yeux, les archives disent que l'ermite commence à s'ennuyer quand même fermement là-bas en haut. Donc de temps en temps, il descend au quartier Bellichy à Baigorry, à l'auberge. Et à l'auberge, bon, il boit certainement un peu, mais surtout, alors là on est peut-être dans la légende, il joue aux mouches avec les habitants du quartier. Mais malheur à lui, si pendant une partie de mouches, les nuages s'amoncellent et la grêle tombe. Dans ce cas-là, il remonte, poussé par les habitants qui le bastonnent jusqu'au sommet. Rude de l'époque, quand même. Alors, voilà, vous voyez donc les liens entre l'alimentation, le pays, mais également l'Église. Et quand il est question de vin, bien entendu, dans le christianisme, le vin a de l'importance. Alors, on va rester dans le domaine des gens d'Église. Vous savez tous que depuis Noé, et surtout depuis Cana, le vin, la vigne sont irrémédiablement liés aux religions monothéistes. Et il est très instructif d'observer ce que les artistes disent du vin dans les églises. Vous avez tous certainement pénétré dans les églises du Pays Basque. Tout le monde est toujours très intrigué par les galeries, en général, ici en Labour. Et on reste toujours assez loin du chœur dans lequel domine le rétable baroque. Ces rétables ont pourtant une histoire très intéressante et qui nous concerne ce soir. Vous savez que les rétables ont été installés à partir du Concile de Trente, au XVIe siècle, avec tout le processus de la contre-réforme de l'Église catholique, pour essayer de lutter contre la vision que l'Église réformée a des lieux saints. L'Église réformée veut des lieux saints, sobres et très simples. L'Église catholique va prôner l'inverse. Elle va demander aux clergés et aux communautés chrétiennes d'avoir des lieux de culte débordants d'images, notamment dans le chœur, des images, et des dorures, le faste. C'est l'art baroque. Et toute l'Europe va être touchée par l'art baroque, et le Pays Basque également, l'Espagne et le Pays Basque également. Et très curieusement, le Labour, par exemple, qui n'a pas été très touché par les guerres de religion, va avoir les retables baroques les plus magnifiques. Donc c'est quelque chose que les gens acceptent, et toutes les églises vont être dotées de rétables baroques. En Pays Basque, comme ailleurs, on assiste donc à l'implantation de ces rétables, et très souvent, lorsqu'on s'approche de ces rétables, je vous invite à le faire quand vous pénétrez dans les églises, vous regardez les colonnes torses qui sont de chaque côté du rétable, et vous remarquerez qu'elles sont souvent ornées de pampres de vigne et de feuilles de vigne, entrelacées tout autour des colonnes. C'est un symbole très fort dans l'Église catholique, mais ce que l'on sait moins, et que l'on voit moins, c'est que ça grouille de vie également. On voit par exemple des oiseaux qui grappillent les grains de raisin. Il faut s'approcher vraiment pour les voir. Ils sont souvent cachés. Ils ont été, hélas, également bariolés de peintures plus ou moins dorées au cours des siècles qui ont suivi. En tout cas, il y a des oiseaux, mais il y a aussi des angelots, des petits anges, des petits chérubins, avec des ailes, qui grappillent eux aussi. Et puis, dans certaines églises,
on voit autre chose. Ce ne sont pas des angelots, ils n'ont pas d'ailes. Et puis ils n'ont pas un vêtement qui couvre leur nudité, ils sont complètement nus et ils sont sexués. Ce ne sont pas des anges, bien entendu, qui sont sexués, ce sont des petits Bacchus. Des petits Bacchus, que l'on appelle en réalité des petits. Les petits, en italien, veut dire petits garçons nus. Et ce sont des éléments qui viennent de l'Antiquité, où ils étaient déjà connus, pour être des symboles d'âge d'or et de fertilité. Donc l'Église catholique reprend, à la Renaissance, reprend ces éléments-là, et là, on les retrouve dans l'art baroque. Donc on voit ces petits Bacchus, dans une église chrétienne, ça peut poser problème. Sauf si on essaie de comprendre. Bien entendu, un évêque va lutter contre, c'est l'évêque d'Oloron qui, en 1706, va interdire les petits dans les églises. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va mettre d'ailleurs des angelots. En tout cas, ce qui est certain, si ce sont des petits Bacchus, ils nous ramènent quand même à l'Antiquité grecque, ils nous ramènent à Dionysos, à Bacchus lui-même, avec sa cohorte de bacchantes, et d'éléments très, très folkloriques, si je puis dire. Ces petits Bacchus font référence à la religion orphique, la religion de Dionysos. Ils sont en lien également avec Apollon, le dieu soleil, le dieu de la Renaissance. Et quand on sait que la religion orphique est également la religion qui parle de la première, de la vie dans l'au-delà et de la résurrection, on comprend que l'Église catholique a intérêt de récupérer ces éléments-là. Et on voit que, sous prétexte de vigne, en fait, il y a tout un discours théologique qui est derrière. Donc ce n'est pas de vin, ni de vin de messe, bien sûr que l'on parle quand on voit ces retables baroques, c'est de choses très profondes. Et on voit comment cet élément donc, de notre alimentation, le raisin, le vin, peut donner accès à des réalités qui nous échappent complètement aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous approcher des retables baroques, quand vous visiterez des églises, vous aurez comme ça de belles surprises en regardant les détails de ces rétables. Mais, puisque j'ai parlé de libation, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où l'on construit les rétables baroques, il y a un phénomène dans la société basque et pyrénéenne en général, même gasconne en partie, qui va marquer également les mentalités. Il y a une religion bis, si je puis dire, une religion domestique dans ces contrées-là. La religion officielle, le catholicisme, est là, bien là, avec ses temples, avec ses rétables baroques, mais il y a une religion populaire qui est entre les mains des femmes, les maîtresses de maison. Et en particulier une religion qui pratique des rites de bénédiction tout au long de l'année. On va chercher la lumière à l'église, on la ramène à la maison dans un champignon qu'on appelle l'amadou, les langues de bœuf qui poussent sur les arbres. On ramène ce feu à la maison et là on bénit les gens de la maison, on bénit le bétail, on bénit les pièces. Ce sont les femmes qui font ces rites-là. L'homme n'accomplit pas les rites. De la même manière qu'à l'église, l'homme ne peut pas accomplir de rites. C'est les femmes qui accomplissent les rites sur les sépultures, donc les hommes, pour ne pas les gêner, ont construit des galeries pour eux. C'est l'origine des galeries dans nos régions. Donc, les femmes font ces rites-là. Mais il y a un seul homme, qui a le droit de pratiquer certains rites. C'est le charpentier. Le charpentier est un personnage très important dans la société traditionnelle. C'est un homme qui préside à la construction des maisons. Il aide les artisans et les voisins à construire la maison. C'est lui qui trace les plans de la maison quand il y a des plans. Je parle bien sûr de la société ancienne. Et le charpentier est également celui qui construit le cercueil. Donc il tient les deux bouts de la vie, si je puis dire. C'est un personnage qui est vénéré, qui est en tout cas respecté, et il touche au domaine de la mort. Donc il est plus près du monde des femmes que du monde des hommes. Lors des funérailles, il a plusieurs choses à faire dans la maison où a lieu le deuil. La première chose, il va prendre dans la pentille derrière la maison ou à côté de la maison, il va prendre les planches de châtaignier qui sèchent là pour construire le cercueil. Chaque fois qu'il y a un décès, on renouvelle les planches, bien entendu. C'est la coutume. Donc il fait le cercueil. Puis, pendant que la famille se recueille devant la dépouille, il va dans l'escartia, cette grande pièce qui est au centre des maisons basques, il va construire une chapelle ardente avec des draps, des feuilles de laurier, il prend 2 chaises et on va poser le cercueil sur 2 chaises. Et là,
il va se tenir près du cercueil, la famille va aller à la cuisine et le charpentier va accueillir les voisins pour la visite mortuaire. Et quand les voisins ont fait la visite, il ouvre la porte de la cuisine et fait rentrer les gens près de la famille. Mais on a recueilli, lors des enquêtes ethnographiques justement dont je vous parlais tout à l'heure, des témoignages en très petit nombre, 4 ou 5 simplement. On a recueilli quelque chose d'étonnant. Dans certains villages du Pays Basque, le charpentier qui se tenait près du cercueil, quand il voyait les voisins arriver, posait des verres sur le cercueil, versait du vin, et on buvait à la santé du mort. C'est vous dire la conception de la vie et de la mort que possédaient nos ancêtres. Faire des libations à la santé du mort, c'est quand même un signe de bonne santé. Alors voilà à quoi nous amènent les enquêtes ethnographiques, par exemple. Alors pour terminer, je vais quand même rappeler que le vin que nous évoquons ce soir ne doit pas faire oublier qu'il n'est pas la boisson principale de la société ancienne. Les maisons peuvent en produire, mais en très petite quantité, c'est souvent une petite piquette. La boisson habituelle, c'est le cidre. Les vergers de pommiers ont disparu de nos paysages aujourd'hui, depuis très peu de temps d'ailleurs, depuis la mécanisation, donc une époque récente, après-guerre. Et l'évolution des modes de vie a également fait beaucoup pour faire disparaître les pommiers. Aujourd'hui, ils reviennent, c'est tant mieux, mais je voudrais vous parler quand même de vin. Le vin, comme les alcools en général, ont connu leur essor après-guerre aussi. Et là, je vous livre un témoignage qui a été recueilli, lui aussi, lors d'enquêtes ethnographiques, en Soule cette fois, pour vous montrer que le vin était utilisé uniquement lors des grandes occasions. C'est un témoignage recueilli par une personne qui a vécu au début du XXe siècle, en 1908 exactement. Pardon, en 1912. J'ai souvenir que ma mère et mes sœurs décidèrent un jour de fêter le départ de mon frère qui partait zouave à Oran. Tous les parents, y compris les plus éloignés, furent invités. Ma mère et mes sœurs avaient consulté mon père. D'accord, avait-il dit, mais vous aurez tout le travail. Nous, on installera seulement les tables Escarazia, dans la grande pièce. Le salon étant trop petit. Alors, avec mon frère, mon père et le domestique, on a assuré l'installation. Puis, on a attelé les vaches et on est parti à Tardets chercher un tonnelé de 50 litres de vin, un rôti de bœuf et 2 pains de 5 kilos chacun pour compléter le pain de la maison. On était beaucoup à manger, environ 24 à table. Je me souviens de ce repas. On a mangé chalda, la soupe, dans l'assiette à calotte. Les hommes buvant cette soupe maison en faisant chabro, godalea, comme on dit en basque. Et puis, il y a eu une sauce de lapin. Puis, la poule au pot. Puis, le rôti de bœuf. Puis, le poulet rôti, avec des frites et de la salade. On mangeait beaucoup de salade à cette époque. Et enfin, le fromage maison, qui donna lieu à une grande discussion sur sa qualité et sur celle des fromages en général. Il y a eu aussi le massepain maison et le dessert avec les îles flottantes et le café. Pour couronner le tout, Godalet Tipia, le petit verre, pour les hommes uniquement, et la guardiente d'Espagne. Bien sûr, dans ce genre de repas, on ne fumait pas. Il n'y avait pas de vin bouché, ni de champagne, ni de vin blanc. On a pris simplement du vin rouge en guise d'apéritif, et on en prenait aussi en guise de pousse-café. Mais je précise, toujours du rouge sans eau. Le témoin, c'est Jean Marat Sabal. Et j'avoue au fichtre que soudain j'ai le gosier très sec. Merci, monsieur Lebas. Avez-vous des questions à lui poser sur les chemins de Saint-Jacques, sur
Si tel est le cas, bien, merci beaucoup, monsieur Labatte. J'ai appris, vous pensez qu'il a fait ça toute sa vie. J'ai appris en discutant avec lui que pendant 30 ans, il a été professeur, mais de physique. C'est donc une vraie passion. Merci. Je vous propose de vous rapprocher de l'apéritif et de la table. Mais il faut ressortir, malheureusement, et reprendre les manteaux. Dommage que la légende du vent du Sud n'ait pas marché au stade